Sunderlight Productions. L'épisode d'aujourd'hui est une redécouverte. Je connais Sylvain depuis quelques temps via les réseaux sociaux et plus récemment, nous nous sommes rencontrés en personne à Rise Up. Et j'avais lu l'image d'un bon photographe de mariage tout en notant qu'il avait l'air de faire des voyages dans des endroits pas courants. Et par hasard, je découvre il y a quelques semaines que non seulement il est parti 15 jours tout seul au Pakistan, mais qu'il en a ramené des photos incroyables et je redécouvre tout son travail d'un seul coup à la lumière de ces images. Tout cet épisode est consacré à ce voyage et à la manière dont Sylvain l'a vécu, à la façon dont ça change sa vision des gens et du monde. Et si vous en retenez une chose, j'aimerais que ce soit qu'il faut avant tout s'intéresser aux autres sincèrement pour obtenir beaucoup en retour et pouvoir en rendre autant. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Sylvain Bouza. Enfin on se voit. On a eu du mal, tu as un emploi du temps chargé, j'ai un emploi du temps chargé. Ça a été bonjour Julien, bonjour à tous. ça a été compliqué de se caser ça. On avait commencé, je crois, on avait prévu pour... c'était quand, lundi ou la semaine dernière, je sais lundi, plus. Ouais, je crois. Quelque chose comme ça. On a dû décaler à mercredi parce que c'était compliqué lundi. Et puis mercredi est arrivé, il n'y avait plus d'internet chez toi, donc on a décalé à vendredi. On se retrouve vendredi matin, la semaine d'avant, la diffusion de l'épisode. Donc c'est bon, ça devient une habitude, les épisodes enregistrés en dernière minute ces derniers temps. La preuve qu'un podcast, c'est beaucoup de boulot parce qu'en fait c'est compliqué à gérer à côté de plein d'autres choses. Beaucoup de respect pour toi d'ailleurs. Mais ça vaut le coup en fait parce qu'à chaque fois c'est des rencontres et des découvertes. Et j'aimerais dire un truc à ce sujet en fait parce que on se connaît depuis novembre dernier. Je pense qu'on se connaissait un petit peu avant par les réseaux sociaux, mais on a vraiment fait connaissance à Rise Up en novembre dernier. Et je me rends compte en fait avec tout le monde que souvent en fait on connaît très superficiellement le travail des autres. On a l'impression qu'on sait que t'es un bon photographe, on sait que si, on sait que ça. Et en fait, on sait rien, en vrai. Et j'ai découvert, ça va être le thème de l'épisode, parce que t'es photographe professionnel, t'es photographe, tu fais du mariage, tu fais du corporate, tu fais de la communication, tu fais plein de choses, mais j'ai découvert en fait que tu faisais aussi du voyage. On va pas déflorer le thème tout de suite, parce que c'est le thème de l'épisode, j'aimerais bien qu'on en garde un peu sous le coude, mais on va dire voyage argentique, avant de lancer l'épisode, et je savais pas que tu faisais ça. Je l'ai découvert au hasard d'un post Facebook. Je suis tombé dessus, je suis resté pendant un bon moment sur le site parce que c'est riche, c'est long, il y a plein de choses à découvrir, c'est une belle aventure. Et du coup, j'ai découvert une partie de toi que je n'avais pas vue du tout auparavant. Et donc, j'aimerais juste dire aux gens comme ça, voilà, vous pensez que vous connaissez les gens, vous pensez que vous connaissez leur boulot, vous pensez que vous savez qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie. En vrai, vous savez rien. Donc, allez voir les sites internet, faut fouiller un petit peu, et je suis sûr que vous aurez des belles surprises sur les uns et les autres, parce que toi, vraiment, ça a été une belle... Non, je vais pas dire surprise, je vais dire découverte. Parce que je suis pas surpris que tu sois un très bon photographe, mais j'ai découvert une facette de toi que je ne connaissais pas. Bon, sur une semaine, c'est difficile de connaître parfaitement quelqu'un dans cette ambiance où il y a 40 personnes qui tournent. On va en parler un peu plus loin, mais je suis impressionné de voir en fait que je ne savais si peu de choses sur ton travail, alors que justement c'est essentiellement de ça qu'on a parlé aussi à Rise Up. Mais voilà. Je vais te laisser la parole maintenant parce que ça fait 3 minutes que je fais un monologue. Tu connais la première question, c'est l'elevator pitch. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à Steve Jobs pendant 3 étages dans un ascenseur? Ouh là là, bonjour à tous. Donc moi c'est Sylvain Bouza. Je suis comme tu disais, je suis photographe de mariage, je fais du corpo aussi, et j'ai beaucoup de passion dans la photo de voyage. En argentique. Voilà. Ce qui caractérise un petit peu mon travail, c'est les relations humaines, les connexions, et essayer de me sentir en phase avec les personnes que je photographie.
C'est ça mon pitch. C'est pas mal, c'est un beau pitch, ça résume bien et ça dit beaucoup de choses sur toi. C'est ce que j'ai découvert en tombant sur ce site justement, c'est la connexion que j'avais pas vue auparavant parce que voilà, faut un sujet comme ça pour s'en rendre compte. Mais effectivement, la connexion se ressent dans cette partie de ton boulot. Et une fois qu'on a découvert cette partie de ton boulot, on la voit ailleurs aussi, c'est assez sympa. T'as dit donc mariage corpo. Je t'ai pas invité aujourd'hui pour parler mariage, mais je t'ai invité vraiment pour parler de la partie voyage, parce que je pense que en termes d'ouverture d'esprit, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ce que je vois moi dans les stats d'épisodes, tu vois, quand on parle de mariage, quand on parle de corpo, souvent c'est les épisodes qui marchent le mieux parce que je pense que la typologie des gens qui écoutent ces épisodes-là, qui écoutent le podcast même d'une manière en général, c'est des photographes qui sont dans ces milieux-là qui se disent tiens, je vais essayer d'apprendre quelque chose, mais le podcast, je l'ai créé pour m'ouvrir l'esprit à d'autres choses. Et donc, c'est ce post que tu as fait récemment qui résonne, et c'est ça. Donc, on va vraiment essayer de se concentrer aujourd'hui sur la partie voyage et argentique, qui va être le thème central de l'épisode. On peut intégrer des petits trucs sur le mariage si ça te dit, mais ouais, parfait. Vraiment... Moi, je suis ouvert à la discussion. Ouais. Justement, je trouve ça intéressant de pouvoir parler d'autre chose que du mariage aussi. Ouais. Pouvoir s'ouvrir à d'autres photographies, entre guillemets, d'autres possibilités de créer. Et je trouve ça hyper intéressant et très riche de pouvoir justement avoir sa partie travail, mais aussi son travail personnel qui est finalement un moteur pour. Ouais, la question finale justement, ce sera ça. C'est en quoi ça nourrit justement la partie professionnelle, et aussi une question que je me pose pas mal en ce moment, c'est comment est-ce que tu réconcilies les deux en fait, parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes à ce point, et qui est une vraie aventure et qui est un truc extraordinaire en réalité, comment est-ce que tu retournes dans la routine du boulot en fait? C'est ça la question. Je pense que ça va être la question finale, mais on va commencer par la partie interview. Il y a 4 questions maintenant qui ouvrent la partie interview. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi? Oh là là, tu me prends de court là. J'offrirais un bon bouquin de Steve McCurry, je pense. Ouais. Un photographe que j'estime et un ami, à Franck. Je pense qu'il en a plein, Franck Boutonnet. Ouais. Je pense qu'il en a plein, mais de cet auteur, de cet artiste. Mais je lui offrirais parce que je sais que pour lui, ça a du sens et il adore son travail et il se rend compte de la... Alors, c'est pas spécifiquement un copain un photographe en général. Un photographe en général qui est face à toi. Je sais que Franck... Ouais, non. Donc, ce bouquin, un des bouquins de Steve McCurry, parce que son travail m'inspire énormément. Ouais. Sur la photo de rue, de portrait, de voyage, et qui caractérise vraiment... Enfin, moi, mon travail personnel est vraiment dans cette veine. C'est un artiste un photographe qui me marque beaucoup. Surtout, il a fait une photo absolument iconique et un portrait. C'est vrai que ça on retrouve, d'ailleurs, je crois que t'en parles un petit peu, non? J'en parle un petit peu parce que je suis allé pas très loin de cet endroit-là. Je connais le contexte et je m'en suis rapproché aussi dans mon propre voyage. Est-ce que t'as rencontré la jeune fille qui doit plus être si jeune aujourd'hui? Pas du tout. Elle est en Italie maintenant. Elle habite en Italie, ouais. D'accord. Il y a quand même un suivi. Mais il y a un suivi. Ok. C'est quoi être créatif? Alors, être créatif, je pense que c'est toujours se remettre en question, toujours essayer de tenter des nouvelles approches, des nouveaux angles, des nouvelles techniques. Voilà, donc mon travail personnel se rapproche un peu de ça. En essayant de tenter quelque chose, on s'aperçoit qu'on y arrive, et donc on l'intègre à sa trousse de travail, entre guillemets, pour pouvoir créer des images qui sont nouvelles, qui nous remotivent en fait. Et si on n'y arrive pas, de toute façon, personne ne le verra. Donc, Exactement. C'est une recherche personnelle. C'est pas mal comme réponse. Qu'est-ce qui te fait déclencher, surtout toi en argentique? Il faut compter. Ce qui me fait déclencher, alors une émotion, une sensation, un feeling. Vraiment, ça c'est la chose première. Et également une lumière. Une lumière. Je suis très sensible, comme tous les photographes, à la lumière, mais je peux ne pas prendre de photos si la lumière est pourrie, quoi. En fait, je connais le résultat, j'ai pas envie de jouer avec ça. Je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis tous les photographes. Je pense qu'il y a des photographes qui vivent sans lumière et qui s'en portent très très bien, mais par contre qui adorent Photoshop derrière. Il y a ça aussi. Mais
Je pense que des fois, la lumière a le droit de passer à l'as, en fait. Ouais, mais on est un capteur, hein, et un capteur a besoin de quoi? De lumière pour imprimer. La lumière parfaite, en tout cas, peut passer à l'as si tu as quelque chose d'extraordinaire devant. Enfin, t'as pas toujours le bon éclairage, malheureusement. Elle est belle, la photo derrière toi. Je vois ça. Les auditeurs la verront pas. Peut-être on essaiera de la publier Ah oui, c'est une photo de concert. C'est toi qui as fait? Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Très très belle. Si tu veux bien, on la mettra dans les notes. Ouais, bien sûr. Les gens verront autre chose. De quoi je parle, encore autre chose, une autre facette de toi. C'est une photo de concert et elle est très très belle et elle m'a attiré l'œil. En fait, t'as la tête devant et de temps en temps tu bouges et je vois passer des trucs et je fais oh waouh, joli. Dernière question, c'est quoi une bonne photo? Une bonne photo, c'est une photo qui raconte quelque chose ou qui transporte une personne, enfin la personne qui la visualise, dans un état une sensation, un sentiment, dans un autre état en fait. Quelque chose qui procure une sensation, pour moi. Ok. Si ça procure pas de sensation, c'est pas une bonne photo. À mon sens, ouais. Ouais. Toutes les photos dont tu parlais, par exemple, tout à l'heure, dans notre pré-discours, de photos Instagrammables, où on voit toujours les mêmes paysages, les mêmes choses, moi, elle me procure plus de sensations, donc pour moi, c'est pas des belles photos. Ok, bah c'est bien, c'est une preuve aussi que t'es passé au-delà de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment ce que c'est qu'une bonne photo, mais qui voient ça et qui like. C'est vraiment ça en fait qui aime. J'allais dire qui aime, j'ai hésité, mais qui like vraiment, c'est le terme, parce que c'est superficiellement joli, quoi. Après, cette sensibilité par rapport à une photo peut évoluer dans le temps. Ça se trouve, pour le moment, moi, c'est ça. C'était peut-être la belle photo Instagrammable il y a 15 ans. Ouais. Et puis peut-être que plus tard, ce sera autre chose. Tout est une évolution de toute façon. Je pense que si on reprend tous nos photos des débuts, si chacun reprend son premier mariage, je pense qu'il y a moyen de dire, on devrait faire un événement comme ça. Mais je pense que je pourrais retrouver des photos que j'ai faites qui me plaisaient pas du tout à l'époque et qui maintenant me parlent, en fait. Ouais. J'ai repris mes premières photos de voyage, par exemple, j'étais allé à Bali en 2010, il me semble. J'ai regardé j'ai refait un visionnage de toutes ces photos. Et des photos que je trouvais belles à l'époque, où je l'avais flagué, c'est plus du tout les mêmes, en fait. Ouais, non, mais ça, il y a une vraie évolution. Non, mais on devrait faire un événement où on se montre tous notre premier mariage. Ça, je pense qu'on s'en tirait tous mieux après ça. Ça serait drôle, effectivement. Ça serait marrant. Tu prends des masters. J'ai vu ça. C'était Etouman qui ont publié il y a pas longtemps des photos de leur tout premier mariage. Et quand tu vois ce qu'ils font aujourd'hui et quand tu vois ce qu'ils ont sorti ce jour-là, c'est abominable. Mais c'est ce que tu peux imaginer de pire, c'est Etouman. Hein. C'est pas. Puis c'est pas si ça prouve que la courbe de progression est infinie. Ah oui, bah là il y a vraiment de la marche parce que franchement, je crois que même mon premier mariage n'était pas aussi mauvais, quoi. Donc c'est te dire à quel point c'est effrayant de voir ça. Et tu prends des Tyler Virken, j'ai vu aussi une de ses premières photos de mariage, c'était n'importe quoi. Je pense qu'on devrait faire un truc comme ça. On va s'organiser ça un jour. Carrément, ce serait sympa de mettre William et Dead en relation sur le Rise Up. Montrer votre premier mariage, comme ça, voilà, ça décomplexe tout le monde. Je pense que ça relaxe tout le monde. C'est comme de faire une grimace avant un portrait, tu sais. Exactement. C'est de dire, voilà, t'as montré le pire, maintenant, il y a plus que le meilleur à montrer. C'est pas mal. J'ai divisé l'interview en 4 parties. Pour résumer rapidement, ça va être l'aventure, la sensibilité, l'argentique en moyen format et comment ça nourrit tout le reste. La première partie, effectivement, c'est l'aventure. Tu as commencé à en parler à l'instant. Des gens qui font des photos de leur voyage, il y en a plein. Des gens qui font des voyages, des rencontres et qui font des photos du voyage et des rencontres, il y en a moins. Moi, c'est un de mes thèmes centraux ces derniers temps du podcast. Tu vois, quand on parlait d'évolution, au départ, moi, c'était un peu des questions techniques à la con, voilà. Et aujourd'hui, ça devient autre chose. Mon obsession, moi, c'est vivre pour photographier plutôt que photographier pour vivre en ce moment. Je pense que ton expérience à toi est justement ça, précisément. C'est que tu fais un voyage et tu le photographies, tu vas pas faire des photos. Peut-être que tu vas aussi faire des photos parce qu'à un moment, voilà, c'est aussi la beauté du truc, mais la photo ne prend pas le pas sur le voyage et sur l'expérience, clairement, quand on le voit. D'ailleurs, je pense que la meilleure preuve de ça, c'est que c'est pas que des photos, c'est aussi des textes. C'est des sensations, en fait, j'essaie de... Je prends mon sac à dos et je me barre dans un endroit sans trop savoir ce qui va se passer. Et mon médium pour le documenter, c'est mon appareil photo, donc argentique, un peu plus compliqué à mettre en place, on en parlera tout à l'heure.
Et parfois, je réalise même pas de photos, en fait. Je me laisse juste transporter par ce voyage et par ces expériences. En fait, je parlerais plus d'expériences même. Ouais. Que de voyage, c'est Que vraiment de voyage. tu vas à la découverte de quelque chose. C'est un voyage, bien évidemment, mais c'est l'expérience de se retrouver dans un endroit où tout est à l'opposé de ce dont on a l'habitude, en Europe, par exemple, et qui permet d'ouvrir son esprit, et puis d'apprendre à s'acclimater, de voir comment on fonctionne, comment on réagit, quelles sont nos réactions primaires, ouais, c'est peut-être une recherche sur moi-même, en fait. Qui suis-je? Ah, c'est une bonne raison de voyager, en tout cas, et de découvrir le monde. Mais c'est vrai que c'est la photo un peu instagrammable, le machin que tout le monde va faire, que tout le monde va chercher aujourd'hui. C'est devenu ça la photo de voyage, en fait. Oui, puis ce qui est assez triste avec ce style de photo, c'est qu'on retrouve les mêmes personnes au même endroit qui font la queue pour avoir la même photo, en fait. Il y a personne qui pense à se retourner à prendre la photo de tous les cons qui sont derrière lui pour faire la même photo. J'ai fait un autre boulot là-dessus. Il faudra que je te l'envoie. C'est en Italie, à Rome, où je prenais les gens qui prenaient des monuments en photo, et c'était la folie avec les perches des Japonais. Mais je pense que c'est la partie la plus intéressante, en fait, de ces photos maintenant. Exactement. C'est les gens autour. Souvent, je sais plus qui disait ça, quand tu es face à quelque chose qui est très très photographié, il faut se retourner et regarder derrière soi. Ça doit être Martine Parr ou quelqu'un comme lui, non? Je sais plus du tout. Je l'ai lu, je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai lu il y a longtemps, mais il faudra que je retrouve la référence à l'occasion. Mais à partir du moment où le centre d'intérêt est le même pour tout le monde, l'idéal, c'est justement de faire le miroir et de regarder ce qui se passe derrière. Ouais. Et puis ça donne un enrichissement aussi. On parlait d'aventure, on est sur le thème de l'aventure. Toi, tu as choisi de voyager dans des endroits peu touristiques pour découvrir autre chose. Alors souvent, on dit maintenant le voyage, c'est plus que c'était, ne serait-ce que dans les années 80, t'allais dans des endroits, t'étais vraiment dépaysé. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas dans pas mal de pays du monde. T'as un McDo, t'as un Starbucks, t'as Zara, t'as Uniqlo. T'as les mêmes enseignes. En gros, tu changes de pays, tu changes de langue, mais tu changes pas vraiment de vie. Toi, tu prends ce parti d'aller dans des endroits pas touristiques, totalement pas fréquentés, où souvent tu ressors du lot parce que t'as quand même le teint clair, t'as quand même les yeux clairs. T'arrives, tu dénotes au milieu du Pakistan. On voit qu'il y a un touriste qui est là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche dans ce sens-là? Alors l'idée, c'est d'aller à rebours de ce que la majorité des voyageurs font, c'est d'essayer vraiment d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire retrouver l'esprit de rue, les personnes comment ils vivent dans un pays, quels sont leurs centres d'intérêt, et cette manière de voyager, ça me permet vraiment de comprendre quel est l'esprit, quel est l'état d'esprit d'un pays. C'est vachement plus facile d'aller à l'essentiel, en fait, en étant obligé de s'immiscer dans un pays, en fait. C'est peut-être aussi leur vie est plus simple, non? C'est pas forcément ça, parce qu'elle est plus simple par rapport à nos standards occidentaux, mais c'est compliqué, hein, en fait. Ouais. On s'aperçoit, je peux pas te résumer un voyage au Pakistan en 2-3 mots, mais ouais. Et ils se satisfont de peu de choses, en fait. Ok, écoute, en tout cas, c'est bon. Moi, j'ai découvert, je connaissais pas vraiment le Pakistan en réalité. J'ai découvert à travers tes photos et c'est assez impressionnant de voir que tu as l'impression que c'est dangereux. Enfin, si j'avais vu au moment où tu es parti, je vais au Pakistan, mais il est fou. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Est-ce qu'il va revenir c'est classé comme un des pays les plus dangereux au monde. Après, tout est à remettre en perspective parce que les États-Unis, qui est un pays classé comme sûr, par exemple, la proba que je meure par arme à feu est bien plus importante qu'au Pakistan. Ouais, c'est les États-Unis. J'ai toujours ce souvenir, ça me fait toujours sourire. Je suis allé à Miami une année avec ma femme, on a loué une voiture. Et au moment où elle me donne les clés, la nana de la boîte de location me dit, elle fait, vous êtes parisien? Je fais oui. Elle me fait, alors je vous préviens, ici, si vous klaxonnez, les gens sont armés. Bam, hop, voilà. Ok, donc, salut. Ça te situe tout de suite, en fait, le niveau de dangerosité que, effectivement, en fait, un mec, il peut te sortir un flingue parce que tu l'as klaxonné, que tu l'as insulté, qu'à Paris, c'est normal, et que là-bas, c'est dangereux. Et t'es dans le même pays civilisé, t'es dans le même niveau de civilisation que ton pays à toi. Exactement. Mais tu te rends pas compte, en fait, que c'est pas le même monde non plus, quoi.
En fait, il faut apprendre à décoder les us et coutumes. Ouais. Et c'est compliqué, hein, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner en amont et puis se faire tout petit au début pour apprendre à grandir au fur et à mesure dans l'expérience du voyage. Justement, comment tu te renseignes? Ton voyage, il est très très planifié ou c'est un peu il y a une grosse part d'improvisation sur Non, moi je voyage souvent enfin la majorité du temps c'est de l'impro en fait. J'ai un hôtel à l'arrivée que je réserve en avance et puis après j'essaye de me déplacer en fonction des rencontres, en fonction de la météo, donc j'ai pas de plan de route. Et c'est ça qui fait la force de ce voyage, c'est que je suis transporté dans un flow et j'y vais à la sensation, au feeling, et je me retrouve parfois dans des endroits complètement improbables où là, par exemple, au Pakistan, je me suis retrouvé dans l'Himalaya, j'avais prévu aucune affaire. Enfin, j'étais vraiment, j'ai eu très, 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 très froid. Mais ça a fait partie de cette expérience et pour rien au monde, je le regrette en fait. Non, mais c'est assez extraordinaire. Du coup, alors au Pakistan, par exemple, qu'est-ce que tu avais prévu au moment où tu es arrivé et qu'est-ce qui n'était pas prévu? La seule chose qui était prévue, c'était de visiter Islamabad et puis de mon premier hôtel. Ensuite, j'avais vaguement regardé, il y avait une tribu qui me faisait de l'œil que je voulais aller voir. Donc j'ai pu réaliser ce trip. Il y avait une autre chose, enfin que je m'étais renseigné que j'ai pas pu faire, c'était d'aller visiter la plus grande fabrique d'armes illégale du monde. Ouais. C'était un peu chaud. Ouais. j'ai pas pu le faire, ça. Clairement, en me renseignant, j'ai eu des personnes m'ont dit non, c'est mort. Là, les talibans reviennent, tu vas pas dans cet endroit-là. De toute façon, il y a des contrôles de flics partout, tu pourras pas passer en fait. Ouais. Et là, je voulais vraiment faire un reportage de fond, un documentaire et peut-être pouvoir le publier quelque part. Et j'ai pas pu. Mais là, il faut avoir un appui à la maison. Même avec un fixeur, j'avais un fixeur, même lui m'a dit non, c'est trop dangereux, il faut y aller, faudra backchicher à fond la police, ça va être très compliqué, et puis au final, c'est hyper dangereux. C'est pas, et puis là, la période est en train de se dégrader, on va dire au Pakistan, l'ambiance, les talibans ont repris le pouvoir depuis 3 ans en Afghanistan. Ouais. Donc c'est un peu chaud. Voilà, j'avais prévu ça et puis au final, je me suis baladé dans d'autres endroits. Mais j'étais pas loin. Hein, mais ouais, non, mais c'est intéressant aussi de voir que finalement la préparation peut peut-être aussi être un frein à une belle aventure, quoi. C'est même souvent un frein à une belle aventure. Exactement, parce qu'une fois qu'on a un planning, qu'on a une sorte de plan de route, on dévie plus en plus, de ce plan de route. Et on est moins ouvert à la découverte, à la connexion justement, pour moi en fait tout ce qui arrive d'impromptu c'est une chance. J'ai envie de faire un parallèle avec justement le boulot, le mariage, le corpo, où des fois tu arrives avec une idée bien précise en tête de tout ce que va être la journée. Et, oui, puis c'est complètement différent. Non, mais même tu peux t'y tenir, mais en fait, qu'est-ce que tu vas découvrir et qu'est-ce que tu vas faire du différent si tu as tout planifié? C'est clair, faut garder une petite part. Alors après, ce qui est pas mal, c'est quand même d'anticiper, de savoir à peu près plus ou moins les horaires. Tu parles de mariage là, par exemple, mais de se laisser libre de pouvoir changer sa trajectoire en fait. Ouais. Non, mais moi je trouve ça hyper important, mais c'est vrai que c'est dans le stress de la journée, souvent quand t'as pas trop d'expérience, même quand t'en as beaucoup, des fois, t'as tendance à te reposer un peu sur cette expérience, tu te rends même plus compte que t'as ça, et que t'as une espèce de pilote automatique, et justement le côté improvisation, je trouve a son importance en fait, en vrai, dans ce que tu vas pouvoir faire. Ça se travaille, ça. Ouais. Bah ouais, ça se travaille en allant au Pakistan. Exactement. Non, mais c'est vrai. Depuis que je voyage, que j'ai appris. Au début, je voyageais pas comme ça du tout. Hein. C'est une évolution, on va dire. J'ai appris à lâcher prise et à me contenter. Au final, c'est pas la destination qui est importante, c'est le trajet, c'est le voyage. C'est une citation qui est assez connue, ça. Mais vraiment. J'y crois vraiment à ce truc. Ça introduit bien la question suivante. En fait, je m'étais noté, je suis un peu horrifié par ce qui est devenu le voyage aujourd'hui. Moi, à une époque, j'adorais les aéroports. Ça sentait vraiment bon l'aventure, tu vois. Aujourd'hui, plus.
Parce que la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était pour un job. J'allais à Séville. C'était un vol low cost parce que c'est la cliente qui m'a booké le vol. Et puis, tu sais, les vols low cost, c'est un peu du bétail maintenant. Ouais, c'est clair. Tu fais la queue 5 ou 6 fois avant d'accéder à l'avion. Un coup pour passer le scan des bagages. Un coup pour faire ton enregistrement. Un coup pour prendre le bus pour aller à l'avion. Après, tu refais un enregistrement. Et trucs et tout. Et en fait, c'est devenu plus... j'aime plus du tout. Aujourd'hui, je préfère les gares et les voyages cool et justement voir le paysage défiler, voir les choses. C'est un petit peu ça. Tu disais quand je t'ai parlé de cette question tout à l'heure, tu m'as parlé de slow travel. Tu m'as dit j'aurais plein de choses à te dire là-dessus. Ouais, le slow travel, par exemple, là, ce qui est marrant, je rebondis sur ce que tu dis, c'est j'ai une série en cours sur mes voyages. En fait, c'est d'aller dans les grandes gares des capitales. Et puis, par exemple, à New Delhi, j'ai fait un gros travail en argentique sur la gare. Et je trouve ces endroits, en fait, qui sont des endroits de passage, mais où plein de personnes de milieux différents se rencontrent avec des castes différentes. Et il y a une vraie vie, en fait. Tandis que dans les aéroports, c'est hyper formaté. Bon, il y a les contrôles de sécurité qui font que c'est maintenant complètement Stérile. Stérile, exactement. Et là, du coup, dans les gares, moi, je me retrouve bien aussi. C'est vraiment, tu dis ça, je me rends compte que le livre que j'adore de Harry Gruyère sur les aéroports s'appelle Last Call, il me semble. En fait, c'est essentiellement des lieux vides. Ok. D'ailleurs, c'est ce que je trouve beau dans ce livre, en fait, c'est que il raconte plein d'histoires avec des lieux totalement vides, mais ça retranscrit bien ce côté stérile. Totalement des aéroports, et pourtant lui il fait ça depuis les années 80, tu vois, donc il y a des photos, il a vu l'évolution, certainement. Ouais. Mais même d'une manière générale, en fait, c'est exactement ça, en fait. Il y a un vrai côté très très stérile. C'est stérile, c'est formaté, il y a des panneaux partout, c'est comment dire, ouais. Il y a des étapes à respecter. C'est ça, et puis on peut prendre n'importe quel aéroport partout autour de la planète, ils se ressembleront. Ouais. Surtout que maintenant, les aéroports, c'est plus des centres commerciaux que des aéroports. Exactement. C'est plus tellement dédié au voyage, c'est dédié au shopping pendant ton voyage. Donc, c'est assez... Et puis, ceux qui peuvent accéder à un aéroport, généralement, c'est qu'ils ont quand même une certaine assise financière, ce qui n'est pas forcément le cas du train. Ouais. Ok. Non, mais c'est... effectivement, moi, en tout cas, j'en suis venu à préférer cette partie-là. Je me suis rendu compte, j'ai fait un mariage à Aix-en-Provence il y a un an ou deux, où je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pris des photos dans le train. Super. Pour amorcer le reportage. Je les ai pas rendues à la cliente pour plein de raisons, mais dans mon album, elles sont restées. Dans mes archives à moi, elles sont restées. Et je m'étais dit, c'est quand même vachement plus sympa. Et encore, Aix-en-Provence, c'est pas le meilleur endroit pour faire ça parce que la gare TGV d'Aix-en-Provence est abominable. C'est un aéroport. C'est vrai. C'est terrible. C'est terrible, en fait, de se dire que le train, justement, c'est de ville à ville et t'arrives en centre-ville et tu peux littéralement marcher hors du truc et qu'en fait, ils ont réussi à s'aborder cette expérience-là en te faisant un aéroport TGV, en fait. Puis ce qui est intéressant dans le travail, pour revenir à ta question première, c'est qu'on est en interaction avec plein de personnes différentes, dans des contextes différents, parfois des contextes de stress, des contextes plus sympas, et du coup, ça fait des expériences, ça fait peut-être des rencontres, ça fait de la richesse, du coup, on peut créer des photos. Ouais. Parce qu'une fois qu'on est assis sur son siège d'avion et puis qu'on a l'écran devant, c'est mort. On a plus cette ouverture sur l'extérieur, en fait. C'est vrai que t'as l'entertainment en plus à bord de l'avion, donc maintenant, en fait, t'es occupé du début à la fin, quoi. C'est un petit peu ce que je reproche au voyage en avion, je trouve. C'est vrai que le train, tu regardes par la fenêtre, c'est ça ton spectacle. Ouais, et puis même autour, prends un train en Inde, le spectacle, il a 50 cm de toi, à 10 mètres dans le wagon, tu t'ennuies pas, ça c'est une évidence. Je ferai un jour. La deuxième question, c'était par rapport à la sensibilité. T'as une très belle phrase dans ta présentation. Tu dis: il ne suffit pas d'être créatif, il faut aussi travailler sa propre sensibilité pour capturer avec bienveillance des images simples, mais surtout chargées de sens. Ça va nous amener à parler de la rencontre, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le but premier de tout ça. Je m'étais noté, tu vois, si tu recherches le hashtag travel photographie sur Instagram, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas avoir plein de photos d'endroits connus, impersonnels, qui sont les mêmes de partout. En fait, tu peux tout à fait avoir 5 ou 6 fois quasiment la même photo côte à côte. Tu vois, je crois que le mot-clé, c'est plutôt immersion, et tu as même ajouté connexion. Connexion. En tout cas, à mes yeux,
ce qui m'anime, en tout cas dans la photo, moi, c'est la connexion, c'est la rencontre des gens, des personnes. C'est plus, c'est pas forcément l'aspect technique photographique, c'est vraiment comprendre la personne que j'ai en face, pour essayer de la dévoiler, en fait, la sublimer, la transformer, enfin la mettre en valeur. Et ce sera peut-être même pas forcément la photo qui va être intéressante, c'est le contact, c'est le feeling qui me permettra en fait d'avoir des photos. Tout se fait en fait au moment de la discussion et pas au moment de la photo. Ouais, je pense que la majorité de mon travail en fait, il est en amont de la photo, clairement. Ouais. Je crois que c'est Benoît Ferron qui m'avait dit la même chose. Il fait des photos de voyage magnifiques. Et je lui avais demandé, en fait, c'était quoi la différence entre lui et les autres, quoi. Il m'avait dit, en fait, moi, quand j'arrive dans un endroit, je parle aux gens, je m'intéresse à eux. Et il dit combien de fois j'ai vu dans des bars, avec des locaux, tu vois, et t'as des touristes qui débarquent avec un gros appareil photo, qui demandent rien, qui prennent des photos de merde, et qui se cassent, et qui ont pas discuté avec personne. Ouais, c'est du vol, en fait. Exactement. Pour moi, c'est, entre guillemets, des paparazzi. Voilà, il y a on donne pas, on prend en fait. Ouais, bah ça amène à la question suivante en fait. C'est comment tu connectes avec des gens qui parlent pas la même langue que toi. Est-ce que c'est ça la sensibilité? Alors, j'ai plusieurs techniques. Généralement, j'essaye de, quand je me balade toujours de manière assez lente. Par exemple, on va prendre un exemple typique à Peshawar dans la rue. Je me balade. Et je me pose à un endroit où déjà j'essaie de trouver une lumière, un contexte, un background, on va dire. Et je reste un petit peu dans cet endroit et j'essaie de connecter avec les personnes qui sont autour. Qu'est-ce que t'appelles connecter? Soit leur parler, leur faire un geste. En fait, ils arrivent à comprendre que je suis bienveillant. Ouais. Voilà, que je suis pas juste de passage, j'ai envie de m'intéresser. Donc forcément, on va me proposer un thé, quelque chose comme ça, au bout de 2 minutes, ça c'est sûr. Et puis en parlant avec les gens, forcément, à un moment donné, il y a une personne ou un personnage qui va m'attirer. Je vais pouvoir lui demander j'essaie toujours de demander dans sa langue en premier. Que j'ai appris des phrases toutes faites. Bonjour, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et donc déjà la surprise, et souvent généralement c'est un oui, un grand oui, et là je me permets de pouvoir me rapprocher, de sortir l'appareil photo. En plus c'est de l'argentique, je mesure la lumière, il y a tout un côté un peu folklorique autour de ça, qui fait que les gens ont aussi une expérience. Et même si je leur propose, je leur vole pas la photo, on est déjà en connexion, on est déjà humain en face à face. Ce qui permet de briser complètement la glace et puis de sortir des belles photos. Et puis une fois que j'ai fait cette photo, il y a des mecs ou des personnes autour qui sont intéressés, qui sont curieux, qui viennent. Donc du coup, ça crée une énergie autour de tout ça et au final, je fais toutes les photos que je veux en fait. Je vais juste reformuler un truc parce que je vais faire comprendre aux gens que je suis bienveillant. En vrai, la première étape, c'est de pas faire peur. Exactement. C'est pas ne pas leur faire peur, c'est plus montrer qu'on s'intéresse, qu'on est dans le moment présent, qu'on n'est pas là de passage ou juste pour prendre une photo et se barrer. C'est plus, ils comprennent que je suis ouvert à mon environnement et que je suis abordable en fait. Ouais. Que t'es pas le touriste en tongs avec son petit appareil. C'est ça. Après moi je te dis, j'ai clairement rien contre le touriste en tongs. C'est juste que on recherche pas la même chose en fait. Le touriste recherche d'attraper à un moment pour pouvoir le montrer à d'autres gens, de sa famille, pour une certaine fierté. J'étais là. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai envie de connecter avec les gens et de me sentir bien dans cet endroit pour pouvoir peut-être éventuellement faire une photo qui me permettra de présenter une personne en fait. D'accord. Est-ce que finalement les gens sont pas simplement contents qu'on s'intéresse vraiment à eux? Je pense que si. Je pense que le fait qu'on s'intéresse ou qu'on prétendent, je peux pas me permettre de dire que je m'intéresse à leur vie, à leurs histoires, mais en tout cas pendant l'espace de quelques minutes, parfois d'heures ou parfois de plusieurs jours, je suis avec eux et juste le fait de pouvoir échanger pour eux avec un étranger, puis moi également, cet échange a de la valeur et ce qui permet d'avoir un contact qui est fort en fait. Et c'est peut-être ce qu'ils attendent. Je sais pas si c'est s'intéresser à eux vraiment, mais c'est le fait d'avoir un échange avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on dit, tu vois, ça introduit bien un truc. Moi, j'ai noté, on a souvent l'impression de voler les images. On dit prendre une photo. On parle jamais de ce qu'on donne en retour.
Alors j'ai des petites anecdotes pour toi à ce sujet. Quand je vais dans un pays et que j'y retourne, souvent je réimprime des photos de portraits que j'ai fait de personnes que j'ai croisées dans la rue. Et après je vais à la recherche en fait. Donc je retourne dans les mêmes rues avec la photo, je parle aux gens, est-ce que vous avez vu cette personne? Et une fois que j'ai retrouvé cette personne, je lui tends son tirage, sa photo. Avec l'argentique, comment tu fais ça? Parce que entre-temps, quand je retourne dans un pays, en fait, peut-être un an, 2 ans, 3 ans après, j'ai fait ça au Népal, au Bhoutan, en Inde, et j'essaie de retrouver les habitants, en fait, et de leur restituer la photo. Et là, c'est un moment, c'est magique, hein. Moi, j'ai déjà vu des scènes surréalistes, au Bhoutan, où il n'y a pas forcément dans les campagnes où les gens n'ont pas les journaux. Une image imprimée, c'est sacré, ça a de la valeur. C'est la photo, les seules photos qu'on a chez soi, c'est la photo du roi, par exemple. Et de donner une photo de la personne qui se voit, j'ai eu des pleurs, des gens qui m'ont pris dans leurs bras. Enfin, c'est fort. C'est ultra fort, mais c'est très beau aussi parce que c'est finalement, tu vois, quand souvent une phrase que je dis à mes clients, c'est mon travail, c'est d'avoir une de mes photos sur votre cheminée pendant 80 ans. Toi, littéralement, c'est 100 fois plus puissant que ça, en fait. Là, la photo, je sais qu'elle va pas bouger, elle va être encadrée, elle va être donnée de génération en génération. Clairement, elle sera encore là, ouais, c'est ça. C'est quand même fou, quoi. C'est génial. Puis au final, c'est même pas le fait de savoir l'ego trip, j'ai la photo chez quelqu'un. Non, le mieux, en fait, c'est le moment où c'est la recherche de la personne, parce que t'arrives avec une photo de quelqu'un dans la main et puis les gens sont autour de toi et s'intéressent. Pourquoi tu veux lui donner la photo? Et au final, tu crées un événement et cet événement t'amène à revoir celle de la personne et d'avoir une réaction qui est complètement, tu sais pas ce qui va se passer. Oui, tu sais pas si elle est encore là, tu sais pas si elle exactement. Et puis il y en a que je retrouve jamais, ça c'est sûr. Et des fois, j'ai parfois posé des photos au pharmacien du coin en me disant elle est pas là en ce moment, je lui donnerai quand je sais pas où est cette photo, mais juste voilà, ces photos voyagent aussi, elles auront une histoire. Ça c'est beau, ça c'est très très beau. J'aime beaucoup l'idée justement, tu vois, la prolongation de l'échange justement, tu vois, clairement, là, tu donnes quelque chose en retour. Et ça peut être une manière aussi, quand tu as un petit peu peur de faire des portraits des gens et des trucs comme ça, c'est de te dire que peut-être aussi tu peux leur offrir quelque chose. Exactement. Plutôt que de te servir égoïstement. Et je pense que c'est souvent, on a l'impression d'être égoïste en fait en faisant des photos, alors qu'en réalité, c'est un échange magnifique. Après, ce sentiment d'égoïsme, je pense qu'on l'a tous au début quand on commence à faire du portrait de rue en voyage, j'imagine. Moi, je l'ai eu, hein. Et puis, une fois qu'on s'habitue à ça, une fois qu'on est bien dans sa peau, dans ses baskets, qu'on sait pourquoi le why, on sait pourquoi on fait ces photos, ça permet d'être libéré, en fait, et puis de le faire sans attente, sans retour, et puis au final, de pouvoir donner, en fait. Faut juste être clair dans ses motivations, clarifier ses motivations à soi, quoi, et puis, le fait d'être en interaction avec les gens, de leur parler, on donne énormément. Alors ça, le soir je suis vanné, hein, je dors très bien, hein. Mais le fait de donner, au final, on reçoit fois 1000 en fait. Ah, c'est beau, c'est un vrai retour. Non mais je pense qu'en vrai, ça devrait être ça la photo. On oublie souvent, on a envie de faire de la photo parce que c'est cool. Il y a plein de gens qui font de la photo parce que c'est super cool pour dire je suis photographe et qui oublient que, à la base, les plus beaux projets, c'est peut-être des gens qui avaient quelque chose à photographier et qui l'ont fait, mais c'est pas la photo pour la photo en fait. Ouais, je suis persuadé qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui ont plein de projets perso chez eux et qui n'en parlent jamais, mais qui connaissent cette sensation. Toi comme moi, enfin, voilà, on est dans un milieu de photographes, donc, et je pense pour la majorité, on a tous ça au fond de nous. Et puis on a peut-être des petits projets secrets qu'on n'ose pas présenter parce qu'on a un manque de confiance en soi. Il faut les présenter, ces projets. Il faut les présenter, au contraire. C'est ça, c'est notre plus belle facette de photographe, en fait, je pense. De toute façon, rien ne plaira jamais à tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc de toute façon, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Mais c'est ça. Et puis il faut le faire pour soi, au final. Le jour où j'ai lancé le podcast, la première question que je me suis dit, c'est qui a envie d'écouter quoi que ce soit que je vais créer là-dessus. Puis tu vois, je crois que t'es l'épisode 90 ou 91 et ça fait 3 ans et demi que ça dure, quoi. Ouais, ça perdure. Ça marche. Il y en a des gens qui écoutent, l'air de rien. Merci à tous d'ailleurs d'écouter parce que ça fait plaisir de voir que ça sert à quelque chose, tout ça. Mais voilà, enfin,
Lancez-vous, quoi. C'est ça, lancez-vous, partagez, faites un projet qui vous tient à cœur. Et même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour plein de gens, bah, peut-être il y en aura un avec qui ça va résonner, quoi. Et puis même si ça a d'intérêt pour personne, ce qu'on croit, c'est notre peur, forcément, au fond, ça a d'intérêt pour soi-même. Donc déjà, à partir de là, le reste, on s'en fout. Déjà, tu te rends compte que t'en meurs pas, quoi. C'est déjà pas mal. Mais on n'en meurt pas et surtout, ça nous enrichit énormément. Tu parlais du print, tu fais des livres de tes voyages, des vrais livres? Non, alors non, je fais pas de livres. Alors j'ai fait, je les print tous en fait. J'ai en 20, sans quoi, quel format, 20-30. J'ai toutes mes plus belles images pour chaque voyage qui sont imprimées, mais en single en fait. Ouais. Je suis pas trop album en fait. C'est marrant. Hein. Je préfère une série d'images qu'on regarde une par une plutôt qu'un bouquin qu'on tourne. Ça mériterait même un seul exemplaire. Tu vois, aujourd'hui, c'est facile de faire un livre en un seul exemplaire. Bien sûr. Ça n'a pas un coût démesuré. Tu pourrais faire un truc très beau, même pour toi, tu vois, pour l'avoir chez toi. J'ai besoin de plus de recul en fait, je pense. Ouais. Je suis encore dans la période de création sur le terrain et peut-être quand j'aurai plus de recul, plus vieux ou que j'ai plus de temps, certainement que je ferai ça. Mais là, je suis vraiment en période intense de production. Ça fait combien de temps que tu fais les photos de voyage comme ça? Photos de voyage, j'ai commencé en 2010. Ouais. Je suis passé à l'argentique en 2016 et c'est ça qui a révolutionné la manière de voyager en fait. Clairement, j'ai réappris à voyager à partir du moment où je suis passé en argentique. Bah ça tombe bien, c'est le thème suivant, c'est l'argentique, le moyen format. T'as anticipé tout. Soit tu lis dans mes pensées, soit j'ai vraiment bien construit l'interview. Je pense que c'est un mélange des deux. La question suivante, c'est justement l'argentique en moyen format. C'est une vraie contrainte parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile le numérique. T'as tes photos le soir même, tu pourrais littéralement avoir une petite imprimante sur toi et au moment où tu fais le portrait de quelqu'un, lui sortir son portrait, lui donner, t'as pas besoin de retourner 1 an ou 2 ans ou 3 ans après et de faire cette espèce d'enquête pour le retrouver. Toi, tu choisis déjà un médium qui est l'argentique, qui est pas forcément simple aujourd'hui, qui force à ralentir, mais en plus, tu te rajoutes cette contrainte du moyen format qui est encore plus lent que l'argentique, le 35 mm. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment écrit le mot contrainte parce que je pense que c'est un choix délibéré de limiter tes options, de limiter tes possibilités et de te forcer à ralentir. Comment tu vois ça, toi? Je dirais que plus on a de contraintes et plus on se permet d'être créatif parce qu'on n'a pas de choix. Ouais. Donc en ayant peu de choix, on va à l'essentiel alors au début c'est compliqué, c'est sûr, hein, mais on est obligé d'aller à l'essentiel et de se focus sur le peu de matériel ou les contraintes qu'on a, les petites contraintes qu'on a pour produire plus simplement. J'arriverais avec un gros sac à dos, avec 20 objectifs, j'aurais pu donner de la tête. Je pense que c'est trop aussi pour un voyage, mais... C'est également. Mais le fait de choisir la complexité, au final, ça simplifie beaucoup de choses. C'est très étrange comme raisonnement, mais c'est une réalité. Je sais que je vais pas pouvoir faire des photos dans telle situation de lumière. Je sais que je vais pas pouvoir shooter à tel moment. Donc du coup, je suis plus dans le moment présent. C'est ça qui a changé mon voyage. Je suis vraiment dans le moment présent. Et ces petites contraintes, par exemple, de noter ses pellicules, de les changer, ça prend un peu de temps. Je suis dans un flow, je suis dans le moment présent et je suis 100% à ce que je fais, à ce que je dis. Je regarde pas mon écran toutes les 2 secondes, donc j'ai pas de retour sur ce que je fais et ça permet de rester connecté avec les gens, du coup. Ouais. Et si j'ai pas la photo, je m'en fous, c'est pas grave. Même si parfois ça me fait rager parce que j'ai loupé des scènes vraiment magnifiques ou incroyables ou j'ai pas pu les capter. Et sur le moment, j'étais là, là c'était trop énorme, j'ai loupé la photo du siècle, quoi. Ouais. J'apprends à me dire c'est pas grave, je suis là, je l'ai vu et puis je passe à autre chose et c'est chouette. Ça te force à rester dans l'instant, en fait. Ouais, exactement. Et c'est ça qui a changé mon voyage, en fait, être dans l'instant au lieu de courir d'une photo à l'autre, de regarder son écran, de penser à d'être plein de choses, en fait. D'être exhaustif, en fait, dans ton voyage. C'est-à-dire que tu sais que quoi qu'il arrive, tu auras des ratés qui feront qu'il y aura des trous. Ça fait partie du truc, ou même une pellicule perdue, tu vois, c'est 16 prises de vue qui sont perdues. Ça arrive, hein, quand on se balade avec plus de 100 pellicules, ça pèse 4 kilos, c'est contraignant. Je peux perdre des pellicules, des fois, suffit qu'il y en ait une qui s'ouvre, qui prend le soleil, elle est morte.
Bah, au final, ma démarche, c'est pas la finalité, c'est pas les images que je vais montrer, c'est ce moment-là que j'ai vécu. Ouais. Non, mais c'est important cette distinction en fait entre le vécu et l'image. Et C'est ça, et ça m'a libéré énormément de temps, t'imagines même pas, parce qu'avant, quand je shootais en numérique, pardon, je rentrais le soir, je sortais l'ordi, je dérochais, je passais un temps dingue. C'est un biais Ouais, terrible. là, je suis libre, je m'en fous, mais je pose mon sac et puis je vais aller boire un verre avec d'autres gars qui vont me dire, ah bah tiens, tu devrais aller à cet endroit, et puis le lendemain, j'y vais, ça me déporte. Tu restes dans ton voyage, littéralement. Je reste dans mon voyage. C'est vrai que le numérique, t'es tenté le soir de dérocher en disant je vais gagner du temps. Surtout que tu fais beaucoup plus de photos, quoi que tu en dises. T'as beau dire je fais attention, moi j'ai Ça beau n'a rien dire, à voir. je fais gaffe, j'appuie toujours 2 fois. C'est y a rien à faire. J'arrive pas à perdre ce réflexe d'appuyer 2 fois sur le déclencheur d'affilée. Tu sais, tu penses 1 fois, 2 fois et clac après. Ouais, ça devient un réflexe. Hein. Ouais, mais c'est devenu un réflexe. C'est encore. Mais c'est pour ça aussi que je shoot comme ça en mariage. Hein. Je fais beaucoup d'images en sachant pourquoi je l'ai fait. Comme j'imagine la plupart des personnes, on veut pas louper l'instant, on veut le plus bel instant sur une séquence. Mais le fait de devoir partir en argentique et puis d'avoir du moyen format où il y a que 16 poses, c'est 2 € le clic quand même, donc on réfléchit bien. Hein. Ouais. Ça me permet de contrebalancer ce que je fais en mariage et de pouvoir me calmer, me reposer et d'être capable de le faire en fait. Donc c'est une sorte de thérapie. Ouais, c'est une bonne thérapie, je trouve. C'est sympa à faire. J'avais noté un truc en regardant dans la galerie. On voit que tu as un petit temps de démarrage au départ quand tu arrives. T'es un peu un diesel, c'est-à-dire que les premiers jours, peut-être tu reprends contact avec ton appareil avec lequel t'as pas shooté depuis un petit moment. Enfin, ça se réapprivoise. C'est ça. T'as repris des réflexes de numérique, donc faut que tu te le remettes en main, que tu retrouves les boutons, que tu retrouves les sensations, peut-être, non? Non, avant tout, c'est l'acclimatation. Ouais. Je sors dans la rue, par exemple, et il faut que j'intègre toutes les coutumes, tous les us et coutumes, pour pas dénoter, faire des choses interdites, surtout dans des endroits, par exemple le Pakistan, il y a plein de choses qu'on n'est pas censé faire, où il faut faire attention à l'environnement, aux gens, être respectueux. Donc j'y vais par petites touches. Donc c'est plus niveau social et comme l'interaction où je prends du temps. Après l'appareil photo, j'ai tellement shooté que je commence à bien le connaître. Mais c'est plus que je vais moins aller voir les gens parce que je suis pas encore dans le flow et du coup je suis plus en spectateur pour le. D'accord. Donc c'est la prise de contact en fait, tu respires l'atmosphère. Exactement. Avant et j'y vais par petites touches. Je commence à me sentir de mieux en mieux au bout de 2-3 jours. Alors dans le cas du Pakistan, t'as pas attendu 2-3 jours pour te sentir de mieux en mieux. Juste après, t'as plongé directement dans l'eau froide. J'ai vraiment comparé ça à ça. Quand t'es face à l'eau froide et que ton choix c'est d'y aller progressivement ou de sauter d'un coup. Toi, t'as sauté d'un coup, t'as été directement dans un camp de réfugiés. Oui, exactement. Le 2e jour, donc ça s'est fait un petit peu, c'était par hasard en fait, en roulant dans le taxi, en allant dans un marché, j'ai vu un camp de réfugiés, j'ai dit ah mais là stop, faut que je m'arrête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce camp, j'aimerais en savoir un peu plus. Et du coup c'était du feeling sur le moment, je me suis dit bah, tiens faut que j'aille voir ce qui se passe et j'y suis allé sans savoir où ça allait mener. Au niveau, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de photographie, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire au Pakistan en termes d'image, surtout que je suis un touriste, je suis pas un journaliste. J'y suis allé un peu au culot, avec j'y suis allé sur la pointe des pieds, puis au final ça s'est très bien passé. Et je regrette de pas avoir pu y retourner. Vers la fin du voyage, j'avais prévu d'y retourner, j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait la police, il y avait des problèmes en fait. J'aurais pu me faire déchirer mon passeport, bref, il y a plein de trucs un peu bizarres. Mais je sais que je suis toujours en contact avec ce camp de réfugiés et que si j'ai l'occasion de retourner au Pakistan, j'aimerais faire un vrai travail documentaire dessus. Tu disais, je suis touriste, je suis pas journaliste. T'as jamais pensé à prendre une carte de presse ou une forme de carte de presse justement pour Non, parce que mes voyages, je les fais pas avec une finalité en tête. Sans finalité forcément de presse, mais juste pour le confort et la sécurité que ça peut t'amener. Je pense que ça me mettrait plus de barrières que de. Ouais, je pense que ça mettrait des barrières, tout simplement. Je préfère être
qui je suis, un expérienceur, quelqu'un qui recherche des expériences, plutôt qu'avoir une étiquette de journaliste qui au final peut te bloquer pas mal de choses. Les gens, surtout au Pakistan par exemple, sont pas forcément favorables à ce que des journalistes viennent leur poser des questions. Non, mais c'est juste parce que je me disais peut-être c'est plus confortable justement, peut-être que ça t'apporte un niveau de sécurité en plus, tu vois, tu disais de faire déchirer le passeport, peut-être tu sors une carte de presse à des flics, ou enfin t'es pas obligé d'avoir une vraie carte de presse, mais tu fais partie d'un groupe comme Hans Lucas, t'as une carte de membre qui passe pour c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Après, c'est pas mon domaine, parce que je suis pas du tout intégré à ce milieu-là, donc c'est. Moi, j'ai découvert ça en discutant avec des membres justement du studio qui me disaient en fait on a une petite carte et effectivement c'est pas une carte de presse, mais des fois ça fait l'illusion, ça te permet de rentrer dans des endroits. Ça permet de peut-être passer certaines barrières. Ouais. Ok. Là, moi, pour ce voyage-là, j'avais un fixeur en fait qui m'a pas mal aidé, qui était là pour me conduire, me driver, m'orienter dans certaines situations. Donc j'étais avec lui et ça vaut 1000 cartes de presse. Ouais, de toute façon le fixeur c'est la base dans ce genre de pays en tout cas où tu connais rien, qui t'emmène dans des endroits intéressants et qui t'ouvre toutes les portes parce que ça putain c'est royal. Ça peut être compliqué. C'est quand tu parles pas la langue. Alors au départ je voulais partir sans et puis je l'avais réservé entre guillemets pour 2-3 jours. Puis au final, en 2-3 jours, j'ai compris les capacités de cette personne à ouvrir des portes, justement, aller plus loin que le simple milieu de la route. Et du coup, je l'ai gardé pour tout le voyage. Et je regrette pas du tout parce que c'était... ça te facilite beaucoup la vie, quoi. Ça facilite la vie, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, on gagne de l'argent aussi. C'est incroyable. C'est intéressant à savoir ça. Sur l'argentique toujours, il y a la street. Alors déjà la street est une expérience en soi quand tu fais des photos même au numérique. C'est une autre expérience quand tu les fais en argentique au 35 mm. C'est encore autre chose quand tu es en moyen format parce que là pour le coup c'est pas un médium souple et facile et rapide. Non, mise au point manuel, c'est tout. Mesure la lumière aussi au light meter. Même par rapport à un argentique en 35 mm, c'est déjà vachement plus rapide. Là, c'est vraiment c'est autre chose. Lent. Quoi. Ouais. Donc comment tu gères ça justement? Comment tu gères la street au moyen format? Alors la street, j'essaye d'analyser la rue, de voir les points qui pourraient m'intéresser, que ce soit lumière, les fonds. Et puis aussi le passage ou le nombre de personnes qui sont susceptibles de se présenter dans cet endroit-là. Et je me pose à côté et je regarde, j'analyse en fait pendant un certain temps. Et une fois que je me sens prêt, donc la mesure de la lumière est prête, je vais à l'endroit qui me semble le mieux pour la prise de vue. Et là, j'essaie de faire mes plus belles mises au point. Soit parfois quand c'est du mouvement sur un point fixe, par exemple un poteau, et je vais essayer de déclencher à un moment où la personne va passer au niveau du poteau. Je reprends toutes les vieilles bases de la photo manuelle en fait, et souvent ça fonctionne, ou parfois même ça m'arrive de reculer tout en gardant la même distance pour conserver la distance et ma focale en fait. Ouais. Et c'est marrant. Du coup, les gens qui me voient évoluer comme ça les amuse. Et puis, du coup, je pense que je fais passer un bon moment aux gens autour de moi. Qui t'observent et qui regardent. Qui m'observent et qui, au final, sont intéressés. Donc, tiens, je vais me permettre, je vais pouvoir faire un portrait de telle ou telle personne. Les portraits, c'est limite plus facile. Ça crée du lien quasiment, en fait. Je crée du lien, ouais, sur le territoire où je suis. Ouais. C'est parce qu'ils te voient évoluer. En plus, oui, effectivement, tu dénotes au Pakistan. Exactement. Mais je suis un phare là-bas. On me voit à des milliers de kilomètres. Hein, ouais, c'est intéressant comme approche. En fait, surtout avec un gros appareil, tu vois, un moyen format, c'est énorme. Mais, alors, est-ce que dans ces pays-là, par exemple, l'argentique attire la sympathie comme ça peut arriver en France? Moi qui ai fait je fais des sorties photos des fois en argentique, tu vois. Des fois, c'est un moyen d'engager une discussion avec les gens. Il y a un aspect, bien sûr. Mais sur le côté argentique, parce que ils ont pas forcément des numériques là-bas, s'ils ont un appareil photo. Si, ils connaissent. Non, si, je pense ils connaissent. Ils ont même les smartphones, donc ils connaissent. C'est moins intrusif pour la majorité des gens parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'image qui sort directement, qui peut être envoyée n'importe où autour du monde. C'est le côté plus artiste, je pense, qu'ils ont dû voir à l'époque par exemple des grands-parents ou des parents. Et ce côté sympathique permet vraiment d'accrocher beaucoup de gens. En fait, ça te rend inoffensif, littéralement.
Presque, quasiment. Alors, du premier abord, vu que l'appareil est énorme, il fait un peu peur. On ne sait pas si c'est une caméra, un appareil photo. On voit que c'est quelque chose qui est costaud. Donc, il y a ce premier point qui fait peut-être parfois peur. Mais une fois qu'on me voit sortir des pellicules, les noter, qu'on voit la galère que c'est, je suis un type sympa, quoi. Oui, tu peux pas être un mec qui vit dans l'Instagram. Ou même pas l'Instagram, qui va chercher un paparazzi, un reporter photo qui vient un fouille-merde, entre guillemets. En fait, t'es quelqu'un qui prend son temps. Donc, exactement. Et en fait, le fait de prendre son temps, ça rassure énormément de gens. C'est encore une fois le slow travel, quoi. Exactement. Prendre son temps, ralentir, tenir un journal écrit à la main plutôt que sur son ordinateur. Toutes ces choses-là, finalement, c'est des bons signes. Ça a de la valeur, hein. Ouais. Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a le portrait aussi. Alors ça a l'air de te venir naturellement. Je peux pas imaginer que ce soit si simple, vu les problématiques de communication que tu peux avoir avec les gens. La première question, c'est comment tu demandes. Alors, comme je te disais tout à l'heure, je demande toujours dans la langue du pays, si je peux. Ou dans le dialecte. C'est une chose de poser la question, c'est autre chose de comprendre la réponse. Ouais, c'est vrai. Mais la gestuelle permet de comprendre très facilement. Donc voilà, l'approche déjà du respect par rapport à la langue du pays, je trouve ça ouvre plein de portes. Et puis comment j'aborde la personne, de manière douce, avec un sourire, sans insister. Ça, voilà. Tout ça permet de se rapprocher ou pas de son sujet. Et puis, de toute manière, quand on arrive avec un appareil photo, les personnes qui ne veulent absolument pas être pris, je pense... Tu les repères à 2 kilomètres. Ouais, et puis ils tirent la gueule, ils se barrent, et puis c'est pas grave. Enfin, je respecte, et puis voilà. Surtout, par exemple, au Pakistan, où il y a vraiment on appelle ça des religieux, des personnes qui ne veulent absolument pas du tout être pris en photo, parce que ça fait partie de leur religion, en tout cas de leur degré de religion. J'ai même pas besoin de leur demander, en fait. Ouais, tu les vois tout de suite arriver. Exactement. Partir surtout. Et puis à l'inverse, le Pakistan, c'est un pays où il y a très très peu de voyageurs, ou en tout cas très peu de voyageurs qui vont dans la rue et qui vont solliciter des photos. Du coup, je suis accueilli les bras ouverts pour d'innombrables thés, de repas, donc voilà, c'est l'extrême inverse de Marrakech, par exemple. Ouais. Vous allez à Marrakech dans la Médina et avec l'appareil photo, vous allez vous faire soit huer, soit demander des sous, c'est exactement l'extrême opposé. Les gens me demandent parfois des photos d'eux. T'es la curiosité, en fait. Tu attires la curiosité. Curiosité, et puis au-delà de ça, ils me posent des questions sur mon pays, d'où je viens. Voilà, c'est le fait qu'il y ait peu de touristes. Je suis un élément très attractif. C'est un vrai échange, au final. Exactement. Donc le portrait, non, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement. Après, tout ça se travaille, hein, c'est pas arrivé comme ça. C'est à force d'en faire et puis de lâcher prise, de pas attendre quelque chose de qui que ce soit, d'essayer, en fait. C'est juste, j'ai rien à perdre. J'essaye, j'y vais. C'est un vrai truc, c'est que si tu fais jamais de portrait, effectivement, tu sauras jamais en faire. Et puis si t'en fais, les premiers, ils vont être okay. Ouais, moyen, ou même toujours. Hein. Des fois, j'en fais vous verrez jamais parce que ils me plaisent pas ou la map est pas bonne. Mais c'est pas grave, c'est peut-être le moment que j'ai passé avec cette personne qui est plus important. Et les portraits qui vont être réussis, c'est parce que j'ai réussi à mettre toute mon énergie à ce moment-là, avec une belle lumière, une belle compo, et puis que la personne en face de moi a montré quelque chose à travers son regard. En fait, le regard est le miroir de l'âme, et ça, j'y crois vraiment. Justement, du coup, comment tu les positionnes? Parce que j'imagine que tu les vois, tu commences à discuter, mais après tu diriges un peu, tu les prends pas là où ils sont. J'essaye, c'est assez compliqué en fait, parce que quand on est dans la rue, notamment, je pense au Pakistan ou en Inde ou dans des endroits, parfois c'est de la rue. Hein, quand je dis de la rue, on n'est pas dans un parc à Paris où voilà, ça bouge, il y a du monde, il y a des gens qui n'ont pas forcément des réactions qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, faut être un petit peu vigilant aussi. C'est plus, je rentre en connexion avec la personne, je regarde ce qui se passe autour, sécurité aussi, également pour visualiser les fonds. Et donc en lui parlant, j'essaie de me décaler pour trouver le meilleur fond. En lui parlant, je tourne un petit peu autour de lui pour trouver où tombe la belle lumière, où sera le meilleur fond.
Et puis si je sens que la personne est moyennement motivée, on va dire, je prends la photo comme ça. Ouais. Si je sens qu'il y a un petit peu plus d'une connexion qui va un peu plus loin, ce qui est la majorité des cas, voilà, j'essaie soit de le rasseoir, parce que souvent les personnes, quand je leur demande une photo, si elles sont assises, elles vont naturellement se lever pour se mettre à ta hauteur. Donc du coup, non, ce qui m'intéressait, c'était la position que tu avais en fait. Oui, Donc je l'ai fait rasseoir. Dans le mode, dans la position intéressante. Donc voilà, celle qui m'a, en tout cas celle qui m'a ému, celle qui m'a touché quand j'ai vu cette personne. Donc j'essaie de le remettre dans la position initiale et de le faire se sentir à l'aise pour enfin procéder à la photo. Ça a l'air de marcher plutôt pas mal de ce que j'ai vu. Du coup, comment tu diriges, puisque on l'a dit, tu demandes dans sa langue, mais après derrière, voilà, t'as ton fixeur qui est à côté qui traduit. Alors j'essaie de le faire le moins interagir possible. J'essaie de le faire quasiment pas interagir en fait. Je veux que cet échange reste entre la personne et moi. Donc au final. Pakistan, faut savoir que c'était une colonie anglaise à l'époque, donc ils parlent, pour la majorité, les anciens parlent plutôt pas trop mal anglais, donc j'ai pu me débrouiller en anglais. Quand il y a la barrière de la langue liée parfois à des ethnies ou des tribus, carrément j'y vais en gestuel, hein. Voilà, ou même parfois quand je sens que le feeling est bon, je peux même les placer en lui prenant la personne par les épaules, en lui disant voilà, j'aimerais que tu sois là, tout en lui parlant même dans ma langue. Ils s'en fichent, ce qu'ils veulent c'est qu'ils sentent que je suis à l'aise en fait et que j'ai envie de faire quelque chose de beau, et ils doivent le sentir. Et donc ils se laissent plutôt faire, hein, sans problème. Bon, belle expérience. Non, mais c'est intéressant de voir, parce que tu te dis. En fait, faut oser. Hein. Ouais. Faut tout oser, hein, tout en gardant en tête les choses interdites. Là, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, en Indonésie, on touche pas la tête des enfants. C'est très mal vu. Faut le savoir. Mais donc, en Indonésie, je vais pas me toucher un enfant sur la tête pour le positionner. Non, mais c'est intéressant. C'est tellement loin en fait de nous qu'on n'imagine pas que ça soit aussi simple en fait, enfin aussi simple, aussi abordable entre guillemets. C'est abordable en fait. Faut juste oser. Et puis parfois, la majorité du temps, c'est la photo, elle est brute, elle est telle quelle. Et j'ai pas forcément besoin de le positionner. C'est la manière dont je vais bouger qui va me permettre de positionner la personne. Et je veux cette photo aussi telle quelle en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de négociation après sur le portrait, le voir, lequel, le truc. Voilà, il existe, il est dans la boîte et puis. Oui, enfin souvent les gens me demandent est-ce qu'on peut le voir. Je retourne là, non, c'est de l'argentique, je monte la bobine. Ah ok, super. Puis il y a un grand sourire. Ok, bon. Je peux en faire une autre là parce que je pense que t'as bougé, la lumière encore mieux. Allez, j'en fais une. C'est un des plaisirs que j'avais quand je me suis fait prêter un X Pro 3, c'est que justement comme l'écran est caché, c'est souvent quand tu fais des portraits des gens, tu sais, ils veulent le voir et là tu leur retournes le truc, tu fais bah non, j'ai pas d'écran et t'en as un qui est caché, mais la plupart des gens le voient pas en fait. Et c'est voilà, ok, d'accord. Ouais, mais c'est sympa aussi de. Moi, j'aime bien ce côté un peu mystérieux du truc, c'est-à-dire c'est pas un retour instantané. Et, exactement. Et pour toi et pour le modèle et justement, il y a un vrai plaisir à pouvoir continuer la discussion sans que ce soit centré autour de la photo que tu viens de faire. Exactement. On se détache de l'aspect photographique pur en fait et on reste dans la connexion. Dernière question sur l'argentique. Il y a un truc assez impressionnant, c'est que tes images pour de l'argentique, c'est d'autant plus compliqué, c'est le côté très propre et très léché de tes images. Tu me dis un voyage dans les genres de destinations que tu vas fréquenter. Moi, je pense que ça va être plutôt Joyeux Bordel et Chaos. Pas esthétique, pas aussi propre en termes d'image, parce qu'il n'y a pas de défauts. Il peut y avoir beaucoup de défauts sur des images dans des environnements comme ça. Toi, tu arrives à esquiver tout ça. Est-ce que c'est justement le fait que c'est de l'argentique en moyen format, donc à 2 € le clic, tu l'as dit tout à l'heure, qui t'oblige à bien réfléchir chaque image et à bien les composer, ou est-ce que c'est un réflexe de ta part tout simplement de faire l'image la plus clean possible? Ouais, l'idée en fait c'est d'arriver dans un endroit et c'est le chaos, c'est ça, hein, c'est le chaos, c'est pas forcément photogénique entre guillemets. L'idée, c'est d'organiser le chaos, c'est de se placer au meilleur endroit pour avoir le meilleur fond, la meilleure lumière, et puis d'attendre le bon moment. En fait, c'est de la patience. Et en organisant entre guillemets le chaos, on arrive à sortir une image. Après, la colorimétrie de la portrait Kodak, pour moi, c'est magique et ça permet de valoriser en fait ce chaos. En fait, c'est toutes ces couleurs, toutes ces lumières, toutes ces intensités.
la gamme de gris est tellement plus grande que sur du numérique que en fait on a une image qui est plus douce, je trouve, hein, avec plus de détails et qui fait que ce chaos en fait s'estompe et devient lisible, moins contrasté, moins dur en fait. Et c'est tout l'avantage de l'argentique, enfin en tout cas du moyen format argentique. C'est toujours la même pellicule que tu utilises? Alors j'utilise 3 pellicules, donc c'est que de la Kodak. J'utilise la majorité du temps c'est de la Kodak Portra 400. J'aime beaucoup la 160 poussée plus 1 aussi, parce qu'elle a un rendu plus terreux, plus brut. J'utilise dans certaines situations, mais il faut toujours la pousser. Et la Portra 800, elle coûte extrêmement cher, c'est la plus belle à mes yeux. Ouais, c'est tu fais une image, c'est magnifique, mais elle est tellement chère que maintenant, elle est inabordable. Je suis en train de l'enlever de mon spectre de pellicule, même si de temps en temps, je sais quand il y a des lumières extraordinaires, j'en aurai toujours une ou deux sous la main. Ouais, on garde l'espoir que ça baisse à un moment, mais ouais, parce que là c'est devenu inabordable réellement. C'est devenu n'importe quoi. Je m'y suis remis il y a 2 ans, c'était encore à peu près viable. Là, l'autre jour, j'ai acheté 3 pellicules, j'en ai eu pour 50 ou 55 euros. Ah ouais, ça pique, hein. Donc je te dis, moi, quand je pars avec mes 4 kilos, mes 100 péloches, en fait, ce que je disais à des copains photographes, le voyage argentique, le package argentique me coûte 2 fois plus cher que le voyage en lui-même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les pellicules te coûtent plus cher que pellicule plus développement. Ouais. Donc voilà, ça fait partie du process, mais à un moment donné, l'aspect financier est à prendre en compte. Et là, ça peut devenir vite lourd, hein, faut le savoir. C'est clair. La 4e question, le 4e thème de l'interview, c'est comment ça nourrit tout le reste, ce voyage-là, puisque c'est exceptionnel en fait. C'est une semaine ou 15 jours dans un ou 2 ans. J'imagine que c'est pas tous les ans que tu peux faire un voyage comme ça. J'essaye tous les ans. Enfin, post-Covid, maintenant, faut que je me remette dans cette dynamique. Avant que j'ai mon petit, avant le Covid, j'arrivais peut-être à en faire 2-3 par an. Ouais. Là, maintenant, si j'en fais 1 ou 2 par an beau, je serais content. Ouais. Mais du coup, c'est pas le quotidien. C'est pas le quotidien. Dans le meilleur des cas, c'est 15 jours à 3 semaines par an. Comment tu restes motivé pour faire du mariage, du corporate, des événements où tu n'as pas de contrôle sur ce qu'on te demande, tu es obligé de te conformer à un cahier des charges. Comment est-ce que tu restes motivé pour faire ces trucs-là en photo après ce genre d'aventure? Justement, ce genre d'aventure, c'est tellement à l'antipode, à l'opposé, c'est une bouffée d'air frais qui me permet de m'extraire du quotidien, de revoir mes valeurs, de revoir qui je suis, de refaire le point sur moi-même, le pourquoi je suis là, qu'est-ce que je donne comme sens à ma photo. Et en faisant ce travail sur moi-même, en immersion, toujours dans ces expériences-là, ça me permet de revenir et d'être d'attaque pour essayer de créer autre chose, pour me relancer, pas me relancer, pour pouvoir... Tu reviens rechargé? Je reviens exactement. Je reviens complètement rechargé et motivé et avec la niaque comme à mes débuts pour attaquer une belle saison. Et... c'est source de motivation en fait. Non mais c'est important parce que il y a des gens qui voudraient ne faire que ça et qui il y a un moment en fait quand tu te retrouves je vais pas te l'apprendre mais des fois t'es maltraité par les clients, des fois t'as des retours absolument délirants. Moi je viens d'en vivre un, j'ai reçu un message, c'est hallucinant de recevoir des messages aussi durs, aussi méchants pour rien, parce qu'en fait au final je pensais que la cliente avait compris qui j'étais parce qu'elle m'avait vu travailler. Et c'est pas clairement, elle a pas compris ce que je faisais, qui j'étais. C'est une vraie erreur de casting de sa part et de la mienne aussi, je pense. Hein, mais voilà, enfin, ça. Après, ça fait partie entre guillemets de nos métiers. On peut pas, comme moi, certains voyages, parfois il y a des grosses déceptions. Je pense que ça fait partie du jeu de la vie. Faut juste l'accepter et pas focaliser dessus en fait. Un client pas content, moi je dois en avoir un tous les 2-3 ans. Je pense que c'est la moyenne. Ça fait du mal, hein, ça. Mais celui-là, il te casse en deux pendant 2-3 jours. Et t'as intérêt à avoir un truc qui arrive rapidement derrière pour te relancer. Ouais, c'est sûr. Donc, le moral en prend un coup. Mais voilà, quand ce que tu fais, quand tu fais quelque chose de si exceptionnel,
retomber là-dedans. Tu relativises surtout, en fait. Ouais, toi, ça te permet de relativiser, justement Énormément, mais surtout sur même les principes de la vie. Se nourrir, juste d'avoir une douche chaude. Je suis rentré à la maison après 2 semaines où je me suis vraiment caillé. Il n'y avait pas d'eau chaude. J'ai juste vu de la buée sur mon miroir de salle de bain, mais je suis resté en extase juste de voir de la buée sur. Donc on revient vraiment à l'essentiel. Alors là, je parle sur de l'aspect matériel, mais sur de l'aspect mental aussi, de se dire, de se délester de tout plein de mauvaises vibrations ou d'apprendre à relativiser surtout. Ça, c'est fort et ça m'aide énormément. Alors, le client qui est pas content, je vais essayer de comprendre pourquoi il est pas content. Je vais essayer de me mettre à sa place. Je vais essayer de lui proposer des solutions. Et je vais pas me mettre martel en tête. Ça, c'est l'idéal, sur le papier. Ouais. Mais en tout cas, je vais m'en détacher. Je vais essayer de finir le mieux possible le travail. Et puis ensuite de passer à autre chose rapidement, sans me prendre trop la tête. Rapidement, c'est vraiment important parce que c'est vraiment. Ça peut être lourd, ça peut être lourd. Et grâce à ces voyages, je t'invite à peut-être expérimenter. Ça permet de relativiser sur tous les aspects un peu négatifs du quotidien. Ok. Est-ce que tu vois les gens et ton rapport aux gens différemment après ces voyages-là ? Oui. Globalement, oui, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément pourquoi d'un seul, je pars au Pakistan, voir des camps de réfugiés, alors que je pourrais partir aux Maldives, à me dorer la pilule. Donc, ouais, je me sens parfois différent, et puis quand je reviens et que j'ai j'ai vécu une expérience complètement incroyable, enfin, il y a vraiment des trucs de fou. Je sens que les personnes sont pas forcément réceptifs ou ne comprennent pas, et du coup, il y a un certain décalage avec. Mais tu rentres pas dans un moule, en fait. Tu rentres pas dans le moule. Je rentre pas forcément dans un moule, mais par contre, des gens qui ont le même, qui vivent les mêmes voyages et les mêmes expériences, on est connectés comme jamais parce on se comprend à demi-mot, et c'est fou, en fait. C'est une communauté, on n'a même pas besoin de parler, on est sur la même longueur d'onde. Vous êtes en contact de la même manière que les photographes de mariage peuvent être en contact. Ouais, certaines personnes, oui, on se suit sur les réseaux sociaux, mais par exemple, moi, il y a un ami avec qui j'avais fait un workshop au Népal, justement, moyen format argentique, c'était lui le formateur. On est resté en contact, et puis on a fait des voyages ensemble en tant qu'amis, et du coup, c'est extraordinaire, ça, c'est une famille, vu que c'est un micro niche, on parle le même langage, c'est incroyable. Vous comprenez. C'est marrant. On se comprend, on met le réveil demain à 5h. Ah non, 4h30, faut se lever plus tôt pour la première lumière. Ouais, ok, cool. Tu dirais ça à quelqu'un qui va se lever à 10h aux Maldives pour aller à la piscine et dont la seule motivation pour se lever, c'est de pas rater le petit-déj. Ouais, voilà, exactement. Ou le cocktail de 11h. Je comprends tout à fait. Après, chacun, moi je crache pas sur personne. Chacun fait le voyage qu'il veut, c'est chouette. Moi je pourrais pas faire ce que tu fais, par exemple. Je comprends la logique. J'accepte de plus en plus que les gens aient des opinions différentes et des manières de voir les choses différentes. Mais par contre, je serais pas capable de faire ce que tu as fait. Tu vas rien que de lire quand tu vas dans l'Himalaya, que t'as pas de vêtements chauds, que ça caille et que tu y vas quand même. Moi, j'aurais fait demi-tour. Je me suis posé la question plein de fois, rassure-toi. Mais t'as quand même été au bout, tu vois. Moi, je te dis avec certitude que je n'aurais pas poussé, j'aurais fait demi-tour. C'est comme ça, mais après, je suis comme ça, je juge pas ta façon de voyager, je juge pas ma façon de voyager. Il n'y en a pas une des deux qui est meilleure, c'est juste qu'on cherche pas forcément la même chose. Exactement, t'as tout compris. C'est tout. Même si j'ai envie de faire des belles photos, je vais pas accepter de souffrir autant pour y aller. Donc c'est aussi des choix et peut-être des formatages mentaux, tu vois. Mais exactement. Voilà. Après, je travaille sur justement essayer de déformater, mais ce que je te disais il y a 10 ans, je voyageais pas du tout comme ça. Et petit à petit, voyage après voyage, j'essaye de déverrouiller les trucs. Je sais pas pourquoi. C'est une évolution. Je trouve ça hyper intéressant. C'est une évolution. De la même manière qu'en photo, tu évolues, dans ton voyage, tu évolues, dans ta vie, tu évolues, dans tout évolue en fait. Et puis au final, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette évolution, peut-être même plus que le voyage, c'est de voir est-ce que je suis capable de faire ci, j'en suis capable. C'est l'aventure. Ouais. La photo fait partie de l'aventure, mais c'est pas le centre. C'est pas le centre, non. Ouais. Non, c'est ça qui était intéressant. Qu'est-ce que ça change dans ton approche de la vie justement ? Alors, ça change radicalement sur les semaines et mois qui suivent le voyage, souvent. Le retour à la simplicité, à
à la gratitude d'être dans un pays quand même plutôt. On a beaucoup de chance d'être en France. Hein, ça, on s'en rend peut-être pas compte quand on a le museau dedans. Mais quand on voyage dans d'autres pays où l'accès à la nourriture, à l'eau, au confort est d'une complexité folle, quand on revient en France, on se dit mais on a vraiment tout et on n'est pas content, on fait des grèves. Ok, moi je respecte et tout. Mais voilà, ce retour à la simplicité, moi ça me fait un bien fou. Et du coup, je relativise pendant un bout de temps et puis au final, je retombe dans mes travers comme tout le monde. Et hop, c'est le moment de repartir. Ok, bah, peut-être que les grévistes, faut les envoyer au Pakistan 15 jours. Ouais, ça leur fait du bien. Ils comprendraient qu'on n'est pas si le mal. combat est bon et le combat est souhaitable. Et puis il faut, entre guillemets, des grévistes. Chacun a ses convictions, c'est chouette. Mais parfois, faut pas cracher dans la soupe. Voilà. Ouais, c'est un petit peu la difficulté dans ce pays. C'est dur, hein, c'est dur. C'est de comprendre que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, que il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a une belle nuance de gris argentique au milieu. Exactement. Belle conclusion. Traditionnellement, on finit l'interview par une image en particulier, mais en fait, j'ai pas envie de le faire dans ton cas, parce que je ne veux pas résumer ce travail-là en une image. Je pense qu'il mérite d'être découvert en grand. Donc, au lieu de parler d'une image, je vais mettre le lien de tout l'album que tu m'as envoyé. Je pense qu'il y a un site qui est dédié. À l'époque où tu me l'as envoyé, il n'était pas encore censé être... c'est bon, là, t'étais le premier. J'ai eu la chance de le découvrir avant tout le monde, mais voilà, maintenant le lien donc est officiel. Donc je vais mettre ce lien-là. On a parlé du voyage, c'était tout l'objet de ce podcast. Et donc je ne veux pas mettre en avant une image, je voudrais que les auditeurs aillent voir tout le voyage, que vous passiez la petite heure ou l'heure et demie qu'il faut passer dessus pour découvrir ça dans son intégralité. Et je pense que vous allez passer un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un moment merveilleux à découvrir tout ça, à découvrir une personne que je pensais connaître. Bon, pas bien, mais en tout cas, lié à mon travail de photo de mariage, tout simplement. Mais je pensais avoir une idée de qui tu étais, puis j'ai découvert toute une facette que je n'avais pas vue du tout, et j'ai trouvé ça fascinant en fait. Et c'est vrai que, faut vraiment s'intéresser aux nuances des gens et aux petites choses qui sont dans les coins, parce que des fois il y a des vrais trésors. Et en l'occurrence là, il y avait un vrai trésor à trouver. Tu vois, c'est ce que je dis souvent à tous les gens. Moi, j'ai une longue liste d'invités potentiels, tu vois, dans laquelle je vais piocher de temps en temps. Donc par exemple, là, on enregistre cet épisode aujourd'hui, il est diffusé jeudi prochain. Et puis après, je vais me demander qui j'invite, et puis je vais aller dans la liste de noms que j'ai. Donc il doit y en avoir 80 maintenant dans le. Ouais, pas mal. Sur la petite feuille, tu vois, au fur et à mesure, j'invite, je raye truc. Et je vais aller voir, et puis en fait, au lieu d'aller voir le site général, je vais aller creuser un petit peu à côté. Donc je vais voir s'il n'y a pas des interviews, des choses comme ça. Et souvent, tu découvres des petits trésors. Non, mais c'est sûr. Tout le monde a, en tout cas dans ce milieu de la photographie ou de la création en général, on a tous des pépites camouflées, hein. Ouais. Faut juste les découvrir. Faut juste aller les chercher. Et c'est dommage parce que souvent c'est tout le travail que tu fais et qui est super, hein. Bravo d'ailleurs. Hein, mais c'est souvent ce qui est pas mis en avant. En fait, c'est ça ce que je trouve dommage, c'est que effectivement, tu fais du très beau travail en mariage et tu le mets beaucoup en avant parce que marketingment et d'un point de vue gagner sa vie, c'est le truc le plus logique. Mais en fait, le vrai trésor te concernant, je l'ai trouvé là, quoi. Et je suis ravi de l'avoir découvert par hasard, pour le coup, vraiment. Mais à la seconde où je l'ai vu, je t'ai envoyé un message. On avait déjà discuté en plus à l'époque de dire peut-être on enregistrera un jour ensemble, mais je n'arrivais pas à trouver l'axe, peut-être. À trouver l'axe. Alors c'est souvent ça en fait, c'est qu'il y a des gens pendant un temps c'est bloqué, tu vois. Et puis tout d'un coup ça se déverrouille, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec toi. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui faire dire de différent, parce que si on parle de mariage, qu'est-ce qu'on va dire qu'on n'a pas dit sur l'ensemble des épisodes de mariage précédemment. C'est toujours la question en fait. Il y aura forcément quelque chose, mais faut que ce soit un peu plus vaste, tu vois. Et après, je sais qu'un épisode où on va parler de mariage, il va bien marcher en termes d'audience, ok. Mais au final, si ça devient ça le moteur, c'est plus intéressant de faire
de faire le podcast, c'est je l'arrête. Moi, ce que je veux, c'est découvrir des trucs comme tu viens de nous faire découvrir. T'es en train de reprendre l'esprit Rise Up. Enfin, où tu l'as, je sais en tout cas, même avant de. Je l'avais déjà un petit peu, mais. Tu l'avais avant même. Et découvrir des gens différents, et découvrir des aventures différentes, et découvrir des choses différentes, et me rendre compte. En tout cas, voilà, 90 épisodes, ça a changé beaucoup de choses dans ma perception de la photo et dans la façon dont j'en fais. Donc, déjà, merci à tous ceux qui ont répondu aux questions et qui m'ont aidé à évoluer. Mais je peux te couper 2 secondes. Ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est qu'on est tous dans le milieu du mariage, c'est notre, entre guillemets, business, c'est notre moyen d'en vivre et puis de s'éclater aussi pour la majorité des photographes. Mais au final, toutes ces pépites, tous ces trucs qui tournent autour tous ces univers, en fait, que tu mets en valeur, nous nourrit, en fait, et nous permet d'ouvrir des petites fenêtres à droite à gauche et qui permettent peut-être par la suite d'essayer, de progresser et de nous faire évoluer, tout en conservant la niaque, comme tu disais tout à l'heure, pour photographier du mariage. Ouais, j'en suis persuadé. Si quelqu'un prend une petite pièce, en tout cas, de ce que tu as dit, et puis l'intègre à sa pratique à lui ou à sa vie à lui, je pense que la mission est remplie, en tout cas. Donc, je suis heureux vraiment d'avoir découvert tout ça de toi. Donc voilà. Puis merci, Julien. On en reparlera la prochaine fois qu'on se voit, peut-être à Rise Up, peut-être avant, on verra au gré des opportunités. Et on va arriver à la conclusion de l'épisode. Je t'écoute. La première question, c'est quel est le pire moment de ta carrière ? Le pire moment de ma carrière générale, parce qu'avant, avant je faisais, comment dire, je viens pas de la photo, moi. J'ai fait des études en marketing, en communication, et je me suis vite dirigé vers l'infographie, après vers la 3D, et j'ai ouvert une agence de 3D à Lyon directement en sortant de l'école avec un associé. Et c'était l'échec de ma vie parce que l'associé était pas du tout la bonne personne en fait, et puis de me retrouver cloué des journées entières derrière un ordinateur à bouffer de la 3D, j'ai saturé mais super vite, je me suis épuisé mentalement pour un salaire de misère. Je donnais plus de sens à ce que je faisais, et du coup je crois que c'était en 2008-2009, il y a eu la première crise en fait des subprimes qui a balayé quand même l'économie mondiale, et puis même en Europe. Donc je me suis retrouvé avec très peu de boulot. Je me suis dit là, c'est le moment, je clôture cette boîte et je passe à autre chose. Et heureusement que la photo était venue entre-temps pour me permettre de rebondir. Mais le fait d'être enfermé toute la journée, ça m'a cloué. Donc c'est vraiment un des passages les plus durs de ma carrière globale. On va dire. C'est ce que j'appelle un échec positif, parce que c'est quelque chose que tu voulais pas faire. Et c'est très important de savoir ce qu'on veut pas faire et ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Bon, en tout cas, j'ai tenté. Non, mais je pense que c'est un bon. Moi, j'ai du mal à voir ces échecs-là comme des mauvaises choses. C'est-à-dire que l'échec est nécessaire. Bien sûr. Mais les échecs qui t'apprennent ce que tu ne veux surtout pas faire, je pense que c'est les plus importants. Parce que voilà, tu ne referas pas la même erreur a priori. En tout cas, si ça t'arrive une deuxième fois, c'est que vraiment t'étais d'accord. Oui, il faut se remettre en question. Mais voilà. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Meilleur moment de ma carrière ? Je peux pas vraiment te dire. J'ai pas une image en tête spécifique ou un moment. Non, c'est marrant. Hein. Moi, c'est plus une vague continue plutôt que. J'ai pas des pics comme ça. Je trouve mes saisons, je les vois plutôt comme une série, plutôt que, je dirais 2019, c'était une super, non, 2019, 2018, c'était une super belle année où je me suis vraiment éclaté, j'ai fait des très beaux mariages, j'étais vraiment en phase avec ce que je faisais, j'avais certainement appris beaucoup de choses de photographes autour de moi qui m'ont permis de me sentir très bien et très à l'aise cette année-là. Donc j'ai pas un mariage en particulier. D'accord, c'est juste une année, enfin c'est un flow, une sensation sur une année où je me suis senti boosté et complètement en phase avec ce que je faisais, et qui m'a permis aussi de me concentrer sur l'avenir, sur ce que je souhaite faire et ne plus faire, qui a été un élément déclencheur de pas mal de choses. D'accord. Donc c'est pas un événement, un mariage spécifique qui a changé. C'est une année en fait qui m'a. C'est bien d'être bien tout le temps aussi. C'est sur le global, non ? Bah au final, il y a plein de moments où on est bien et d'autres un peu mieux. Moi, j'essaie de voir de plus en plus en lycée, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'essaie de voir la vie en lycée aussi. C'est-à-dire, t'as un moment où t'es au fond du gouffre et t'as un moment où t'es au top.
Et en fait, si tu arrives à réduire un peu l'écart entre les deux, c'est pas forcément plus C'est mal. ça, parce que le plus dur mentalement, c'est les up and down en fait. Ouais. Ouais, non, mais cette espèce de montagne russe où tu montes très haut et tu descends très bas, effectivement, les très hauts sont très très hauts et c'est super, mais par contre, les très bas sont très très bas et ça fait très mal. Et donc, du coup, il vaut mieux arriver à réduire un peu l'amplitude des deux et être plutôt bien d'une manière générale. Ouais, puis l'amplitude de la montée. Enfin... Ouais, aussi, mais je veux dire, si c'est à choisir entre une grande amplitude et des très très bas et moins d'amplitude et des bas plus soft, je pense qu'il vaut mieux quelque chose d'un petit peu plus lisse. Alors, ce que je voulais dire, c'était réduire l'amplitude, mais monter la satisfaction générale. La montée d'une manière générale, oui, ça, je suis tout à fait d'accord, c'est aussi faisable. C'est un peu, voilà, c'était l'idée que j'ai retenue de 2018. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Alors, je te recommanderais un ami photographe qui, lui, il photographie pas au 35 mm argentique, il photographie pas au moyen format argentique, il photographie à la chambre argentique. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà, et il fait des voyages un peu comme moi, sauf que lui, il va un peu plus loin, il va dans des endroits où il y a eu la guerre, il fait du reportage de fond, du documentaire. Il s'appelle Elliot Verdier, ouais. Il a un univers incroyable, c'est un type droit dans ses bottes qui est excellent. Je recommande son travail et ouais, je pense que ce gars-là, tu l'interviews, tu vas te régaler. Et son travail est magnifique. Enfin, il est bien connu. Il shoot pour le New York Times. Enfin, il est en place et puis son travail perso qui met ensuite en valeur est exceptionnel. Je connais le nom, je vais aller regarder d'un petit peu plus près. Tu vois, pareil, ça va faire une petite découverte d'univers. Où est-ce qu'on peut aller voir tes photos ? On va mettre les liens dans les notes d'épisode, mais pour les gens qui n'iront pas dans les notes d'épisode, est-ce que tu peux donner l'adresse du site, s'il te plaît ? Alors, les photos, pardon, je n'ai pas le site sous la tête. C'est sylvainbouzafilmphoto.com, tout accroché. Donc Bouza avec un T à la fin. Oui, Sylvain Bouza, B-O-U-Z-A-T, film, F-I-L-M, photo.com. Ok. Pour le voyage au Pakistan. Et puis après, il y a des liens partout, sur ce site qui permet de rebondir sur l'Insta et tous les liens je mettrai, mais je voudrais vraiment, je vous suggère à tous d'aller voir l'ensemble de ce travail parce que c'est très très fort. Et voilà, bon visionnage à tous. Merci Sylvain. Merci Julien pour ta patience, ton travail, et de nous permettre de découvrir comme on dit, des petites pépites à droite à gauche. Écoute, j'espère que ça aide du monde en tout cas, et merci à toi d'avoir parlé avec autant de franchise et de nous avoir un peu ouvert la porte de ton univers. Et puis écoute, à bientôt autour d'un bon café ou d'une bonne bière. Ouais, exactement. Avec plaisir. Beaucoup. Merci à toi, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.